Salut les truffes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la continuité de la vidéo précédente qu'on avait faite sur le renforcement positif. Je vous mets le lien toujours quelque part, je ne sais jamais où, pour retrouver cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du renforcement négatif. Alors en général, c'est l'outil de renforcement le moins bien compris et on va essayer de clarifier un petit peu tout ça. La méthode consiste à présenter un stimulus aversif, on va revenir dessus, de manière à ce que le chien nous propose une réponse d'échappement ou d'évitement. Ça aussi, on va revenir dessus. Pour qu'on soit tous bien au clair sur le principe de base, je vous donne un exemple concret de renforcement négatif dans notre environnement. Votre voiture a été programmée pour que vous mettiez votre ceinture de sécurité. Lorsque vous ne la mettez pas, elle crée un renforcement négatif qui va vous gêner suffisamment pour provoquer chez vous un réflexe d'échappement. En gros, produire le comportement attendu, en l'occurrence là, mettre la ceinture. Et le stimulus aversif va donc s'arrêter immédiatement. Par extension, vous mettrez directement votre ceinture à l'avenir avant même que ça sonne, tout simplement parce que vous êtes sûr que ça va sonner, et ça c'est ce qu'on appelle la réponse d'évitement. De là à dire que vous avez été dressé par votre voiture, peut-être qu'un pas, à vous de voir. Le renforcement négatif, ce n'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, on va revenir sur la notion de stimulus aversif, parce que c'est là qu'on voit et qu'on entend beaucoup de conneries. Un stimulus aversif, c'est une stimulation à laquelle un animal cherche à se soustraire, donc un événement déplaisant, désagréable ou indésirable. Sur le principe, il peut aussi être douloureux, clairement, mais de mon point de vue, là, on franchit une limite qui ne m'intéresse absolument pas et que je n'utilise pas. On distingue deux grandes catégories de stimuli aversifs. Primaire, c'est-à-dire aversif d'emblée, un son intense, une traction sur la laisse pour le chien par exemple, ou un collier vibreur ou électrique, ou secondaire, c'est-à-dire devenu aversif par conditionnement classique. Le fait de dire non à un chien à chaque fois que vous tirez sur la laisse devient en soi un mot connoté comme négatif, donc désagréable, et le non devient un stimulus aversif secondaire. Quand la douleur légère à modérée est là, c'est vous qui n'êtes plus vraiment là. Doliprane Caps 1000 mg. Bon, vous êtes toujours là? Allez, on est reparti. Pourquoi je dis qu'on entend beaucoup de conneries au sujet des stimuli aversifs ou du renforcement négatif? Bon, déjà parce que c'est le cas, tout simplement. Quoi? Ah, faut que je développe en plus? Oh, relou, je me casse. Comme toute méthode scientifique, il a malheureusement un jour fallu faire appel à des expériences en laboratoire. Et pour connaître tous les tenants et aboutissants de chaque cadran de renforcement, on est allé à l'extrême de chaque expérience. En ce qui concerne le renforcement négatif, on a utilisé des cages de Skinner, des joyeux engins de torture qui ont notamment permis de mettre en évidence le syndrome de détresse acquise que je m'en vais vous expliquer tout de suite. Il était une fois un gentil monsieur qu'on appelle Martin Seligman, psychologue américain, fervent défenseur de la psychologie positive et pas du tout impliqué dans une énorme controverse sur un quelconque apport de connaissances auprès de la CIA pour aider à améliorer les techniques de torture dans le cadre des interrogatoires sur les djihadistes. Bref, ne m'interrompez pas, on parlait d'éducation canine là. Donc Martin a pris deux chiens qu'on nommera A et B et on les a déposés chacun dans une cage de Skinner, qui est en réalité une cage qui peut entre autres envoyer des décharges électriques sur commande. Une journée normale dans le monde joyeux des laboratoires. On commence donc à envoyer les décharges électriques, c'est la vidéo de la joie. Le chien A peut, en poussant sur un levier, interrompre les chocs dans sa cage, mais aussi dans la cage du chien B, qui lui ne dispose d'aucun moyen d'agir sur le circuit électrique. Après apprentissage, A apprend à pousser sur le levier dès l'apparition des chocs. Dans un deuxième temps, les chiens A et B sont placés dans d'autres cages, identiques cette fois, où ils sont également soumis à des chocs électriques. C'est merveilleux. Ces cages sont séparées en deux par une cloison. Le fait de sauter au-dessus de la cloison permet d'échapper au choc. Le chien A apprend rapidement la réponse correcte d'échappement. Le chien B n'apprend pas cette réponse et subit passivement les chocs. B est donc en état de détresse acquise parce qu'il a appris, dans la première cage de Skinner, que le stimulus aversif est indépendant de son comportement. Voilà donc ce qu'est la détresse acquise. Alors, on est quand même dans quelque chose d'autrement plus violent sur le plan psychologique que le simple fait de mettre sa ceinture pour faire arrêter un bip.
Ça n'empêche bien sûr pas les bas de plafond au QI similaire à celui d'une huître décédée que de venir nous expliquer que l'emploi du renforcement négatif va placer le chien en état de détresse acquise quasi systématique. Ça, c'est un peu comme si je te disais qu'il faut jeter les couteaux que tu as chez toi, parce que si tu t'en sers, tu vas devenir un tueur en série. Oh, c'est plus un raccourci mon pote, c'est une téléportation tellement. En revanche, ce qui est vrai, c'est que de travailler en situation de renforcement négatif sans proposer à l'animal un échappement, donc un moyen de se soustraire à l'inconfort imposé, ou bien sûr abuser de stimuli douloureux, c'est clairement de la maltraitance. Et la maltraitance, c'est caca, ne faites pas ça. Concrètement, à quoi peut ressembler un exercice en renforcement négatif et pourquoi est-ce que c'est un renforçateur intéressant? Pour ma part, j'ai toujours comparé ça à un escape game. Attachez votre chien en laisse et placez-le à une dizaine de mètres de son jouet préféré par exemple. Le chien va tirer en laisse pour attraper son jouet. Si vous restez immobile, silencieux, le plus neutre possible, à ce moment-là, le chien va vous proposer différents comportements pour trouver celui qui lui permettra d'obtenir son jouet. Admettons que vous voulez qu'il s'assoie. Vous restez parfaitement neutre à toutes les autres propositions qu'il vous fera et dès qu'il s'assoit, vous lui laissez accéder à son jouet. Par répétition de cet exercice, le chien comprendra que pour faire cesser l'inconfort de ne pas pouvoir accéder à son jouet, il est plus efficace de s'asseoir plutôt que de tirer en laisse, aboyer ou tout autre comportement que vous ne souhaitez pas renforcer. Le renforcement négatif pousse à la réflexion et à l'analyse. Son apprentissage est plus rapidement installé et plus résistant à l'extinction qu'un apprentissage par renforcement positif, tout simplement parce que le chien a trouvé par lui-même la solution. Et vous le savez, je le dis souvent, on retient mieux ce qu'on comprend plutôt que ce qu'on apprend. Et comme bien souvent, c'est un outil d'éducation génial, si on regarde un peu plus loin que le bout de son nez. Oh, il est négatif dedans, alors c'est mal, je fais que du positif moi. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'ai bien conscience que cette vidéo est longue et pas forcément évidente, du coup je vais vous épargner l'explication du système Nepopo. Mais si tout se passe bien, on devrait revenir dessus bientôt pour pouvoir aller un petit peu plus loin avec des éducateurs qui travaillent justement principalement avec du renforcement négatif et du renforcement positif. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, ça nous aide vraiment et comme toujours, prenez soin de vous et de vos loulous. Ciao!